Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Aujourd'hui, nous allons parler des infections ou et maladies sexuellement transmissibles. À ce titre, nous avons invité Monsieur Trésor Kouadio, responsable du projet Action Test, un projet de dépistage décentralisé à destination des communautés africo-latino-caribéennes. Il représente la plateforme Prévention Sida aussi, qui est en charge de la création, de la réalisation, de la diffusion des outils et des campagnes de prévention sur les infections sexuellement transmissibles et sur le VIH. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, nous avons également invité Monsieur Frank Struyve, je le dis bien ? Oui, très bien. Super. Bonsoir. Qui est animateur et formateur de chez OYES. Donc, c'est Organisation for Youth, Education and Sexuality. C'est une ASBL qui est créée par des jeunes et pour des jeunes. Elle est active dans le domaine de l'éducation, de la promotion de la santé sexuelle. Et donc, OYES a pour mission de sensibiliser les jeunes. Elle est active tout au long de l'année dans les universités, les hautes écoles secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, via des parcours de jeux, etc. Donc, il y a tout un travail de prévention, mais vous nous en parlerez tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, le dernier intervenant est déjà venu chez nous, on aime bien l'inviter. Donc, c'est Dr Ward, qui est urologue spécialisé dans l'urologie générale, dans les problèmes de fertilité, ainsi que l'andrologie et la médecine sexuelle à la clinique Saint-Jean. Son expertise lui vaut d'être reconnue par l'Académie européenne d'urologie, donc un titre FEBU, ainsi que le Conseil européen pour la médecine sexuelle. Ça s'appelle comment ? FECSM. FECSM. Donc le docteur va évoquer avec nous un peu plus en profondeur le virus du papilloma humain, qui est l'infection sexuellement transmissible la plus répandue au monde, et nous parlera du vaccin. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, depuis la fin des années 90, le monde a fait de grands progrès. Néanmoins, dans les infections sexuellement transmissibles, reste un grand problème de santé publique au niveau mondial. Comme c'est le cas pour de nombreux autres grands problèmes de santé, la pandémie a créé des difficultés supplémentaires. En effet, on estime que chaque année, 357 millions de personnes contractent l'une des 4 infections sexuellement transmissibles suivantes. La chlamydiose, la gonorrhée, le syphilis ou la trichomonase. De plus, saviez-vous que chaque jour, plus d'1 million de personnes contractent une infection sexuellement transmissible, donc c'est une IST. En résumé, les infections sexuellement transmissibles sont beaucoup plus communes que ce que l'on pourrait le croire. Pourtant, nous avons encore des connaissances insuffisantes sur ces infections et nous le verrons, parfois nous ne nous protégeons pas assez. Alors, je vais commencer avec notre docteur. On va d'abord un peu poser le cadre parce que nos auditeurs ne savent pas toujours qu'est-ce qu'une infection sexuellement transmissible. Donc, est-ce que vous pourriez concrètement nous dire qu'est-ce que c'est qu'une infection sexuellement transmissible ? Tout à fait. Une infection sexuellement transmissible, une IST ou bien une MST, maladie sexuellement transmissible, ce qu'avant on appelait une maladie vénérienne, elle peut être causée par différents germes, différents pathogènes. Et ces pathogènes, dont il y en a plus d'une trentaine, sont transmis lors d'un rapport sexuel, quel que soit son type. Ça peut être oral, vaginal, anal, entre 2 ou plusieurs partenaires. Et certaines de ces MST peuvent également être transmises par le sang et le lait maternel. Ces infections vont alors provoquer des symptômes dont on va parler aujourd'hui. D'accord, donc le lait maternel, vous voulez dire une maman qui allaite son enfant peut lui transmettre... Mais pourquoi ? Parce que le lait passe aussi par le sang, évidemment, de la maman, c'est ça ? Oui, donc une jeune maman qui est porteuse d'une maladie sexuellement transmissible peut le transmettre éventuellement par le lait maternel. Tout dépend de la situation ou du taux du virus, par exemple, présent. D'accord. On parlera tout à l'heure aussi des fausses croyances par rapport à la transmission, parce que parfois, là vous venez d'évoquer qu'il doit y avoir quand même un échange de fluides. Il y en a beaucoup qui croient que un bisou ou par exemple, je sais pas moi, là-bas vous échangez une brosse à dents ou quelque chose comme ça permettrait d'attraper le sida ou une MST. Bon, c'est pas forcément le cas. L'éducation est très importante et il faut toujours bien préciser par pathogène quelles sont les voies de transmission. Elles sont différentes par pathogène et là, on va tous les aborder. Voilà, ok, super. Alors, Monsieur Kouadio, en quoi consiste le dépistage, puisque vous travaillez beaucoup là-dessus, et à quoi devons-nous être attentifs par rapport à cela ? Je pense qu'il faut savoir que le dépistage, au fait, l'objectif du dépistage, c'est de savoir si une personne a été en contact ou pas avec un pathogène bien défini, un peu comme le docteur Ward l'a évoqué tout à l'heure.
Et donc, je pense qu'il y a différentes techniques de dépistage. Et donc, les techniques qui vont être choisies vont dépendre du pathogène qu'on cherche. Donc, pour certaines IST, aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des tests rapides. Donc, ce sont des tests qui permettent en quelques minutes de savoir si la personne a été en contact ou pas avec le germe. Et ces tests rapides, en général, se fait juste assez simplement. On pourra, je pense, le détailler un peu plus tard. Et par contre, pour d'autres IST, ça sera plutôt des examens classiques comme la prise de sang, des analyses d'urine, des frottis qui vont être faits pour mettre en avant le pathogène en question et l'IST en question. Mais je dirais ce à quoi il faut être attentif, c'est, comment dirais-je, le délai entre la prise de risque qu'il y a eu et la volonté de vouloir se faire dépister. Parce que si, en fonction de l'IST qui est recherché, il y a un délai minimum qui est préconisé avant d'aller faire un dépistage. Parce que si vous ne respectez pas ce délai-là, vous pourrez avoir un test qui est faussement négatif alors que vous êtes porteur du germe. Sauf que le dépistage... germe n'a pas encore eu le temps de se développer. Exactement. Et donc, du coup, vous aurez un résultat négatif et vous direz qu'au fait, non, vous êtes safe, vous n'avez pas contracté une IST, alors que non, c'est un résultat qui est faussement négatif parce que justement, vous n'avez pas respecté le délai de dépistage entre la prise de risque et le moment où vous avez fait le dépistage. Voilà. D'accord. Alors, juste pour nos auditeurs, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce qu'est un pathogène. Donc, je ne sais pas si Dr Ward peut expliquer c'est quoi un pathogène. Tout à fait. En fait, il y a différents types de pathogènes. Ce sont des micro-organismes et on connaît mieux les mots bactéries, virus et parasites. Et donc, une IST, elle peut être occasionnée par un virus, par une bactérie ou par un parasite. Les bactéries qu'on connaît, c'est le gonocoque, le chlamydia. Les virus qu'on connaît souvent, c'est celui du VIH, l'hépatite B, l'herpès ou le papillomavirus par exemple. Et les parasites, c'est le trichomonas qui provoque des vaginites. Donc ça sont des micro-organismes qui vont être transmis par contact et vont provoquer des symptômes. Et ça, c'est des pathogènes alors? Tout à fait. Des petits organismes qui viennent un peu nous rendre malades. Microscopiques qui nous rendent malades, voilà. C'est ça? Tout à fait. Ok, d'accord. Alors là, je me retourne un peu vers Monsieur Struijff. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu votre travail et comment prévenir une MST alors, du coup? Au IS, nous, on travaille avec les jeunes pour les jeunes. C'est vraiment notre spécificité. Et du coup, on fait ce qu'on appelle de l'éducation par les pairs. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qu'on va former. Dans le cadre de nos projets en haute école, université, école secondaire, enfin surtout haute école et université, ce sont des étudiants plutôt de fin de cursus qu'on va former pour que eux-mêmes, elles-mêmes puissent après tenir des stands, ces outils ludiques à destination des étudiants, des étudiantes de première année. Et donc c'est vraiment notre spécificité de travail et ça se décline de différentes façons aussi avec une chaîne virtuelle dont j'aurai l'occasion de reparler un peu plus tard. Donc du contenu créé par des jeunes, avec notre accompagnement bien sûr, à destination des jeunes. Et alors comment on fait pour prévenir, pour éduquer autour des MST, des IST? Il y a tout ce volet éducation, information dont on vient de parler et expliquer le fonctionnement. Donc quels sont les moyens de protection? Comment est-ce qu'on peut se dépister d'une IST? Donc ça, c'est notamment élargir, il n'y a pas uniquement la prise de sang, il y a d'autres choses, il y a les frottis, il y a aussi se regarder, être attentif à son corps, aux choses inhabituelles qui peuvent se passer. Et donc c'est autour des formations et l'aborder aussi sans tabou, avec humour et toujours tourner les choses vers les solutions. Dire que c'est pas une catastrophe en fait, ça fait partie de la vie sexuelle quand on est active sexuellement. On peut avoir des infections sexuellement transmissibles et c'est pas du tout un problème, ça se traite. Et c'est peut-être plus facile quand ce sont des jeunes qui abordent d'autres jeunes, dans le sens où ils peuvent s'identifier, je suppose, plus facilement que si c'est un adulte qui vient parfois un peu... je sais pas, est-ce que vous, c'était un peu votre optique de se dire c'est chouette, ce seront des jeunes qui vont aborder d'autres jeunes et que du coup, ça passe peut-être plus facilement? C'est effectivement, il y a certains freins qu'on enlève par cette méthode. On se sent plus à l'aise quand on est avec quelqu'un dont on se sent proche. Et aussi la chose qui est hyper chouette avec ça, c'est qu'on forme des jeunes qui vont aussi être plus tard des futurs professionnels dans leur domaine. Par exemple, aujourd'hui, on a pu faire un parcours dans la Haute École Libre de Bruxelles, il y a Prigogine, où ce sont différentes sections paramédicales. Et du coup, c'est des futurs professionnels de la santé qui ont été formés par nous et donc qui ont cette sensibilité autour de la santé sexuelle et qui vont pouvoir le mettre en application dans leurs futures pratiques. D'accord, ok. Je vous remercie, c'est vraiment très intéressant
de voir qu'il y a tout ce travail de prévention derrière. Alors, Dr Ward, est-ce que les IST sont des virus récidivants ? Mais la réponse c'est oui et non. Oui, une IST peut être occasionnée par un virus comme le papillomavirus ou le VIH, mais il faut savoir, comme je disais, il y a une trentaine d'agents pathogènes. Alors, quelles sont les principales IST ? Vous allez me poser la question. Eh bien, d'après l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, il y a 8 germes qui sont impliqués dans la majorité des cas des MST. La première étant la syphilis, qui se manifeste par un chancre, un ulcère, qui peut évoluer, entraîner d'autres complications. La deuxième, c'est la gonorrhée, qu'on appelle aussi la chaude pisse, parce que quand on urine, ça fait très mal et on a une vraie chaleur. La chlamydiose, qu'on nomme le chlamydia, qui est due à une infection par une bactérie, qu'on peut donc traiter avec antibiotiques. Après, il y a encore la trichomonase, il y a l'infection avec l'hépatite B, l'herpès génital, qu'on ne doit pas oublier, le VIH, qui peut être responsable d'un syndrome d'immunodéficience, qu'on appelle alors le sida, et bien sûr le papillomavirus, qui peut provoquer l'apparition de condylomes, lésions génitales, et qui peut aussi favoriser le développement de certains cancers, comme le cancer du col de l'utérus. Oui, donc on va voir, ça peut devenir quand même très grave. Donc quand vous dites on peut attraper un cancer du col de l'utérus, si c'est pas traité à temps ou si c'est pas dépisté, il y a quand même un risque que ça puisse dégénérer. Tout à fait, d'où l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Et c'est ce que nous faisons ici, tous soignants autour de la table. On axe notre énergie sur la prévention. Oui. Monsieur Coadio, quel impact finalement ce type d'infection sexuellement transmissible peut avoir sur une personne ? Je pense que l'impact, c'est que voilà, d'abord il faut savoir que la majorité des IST sont asymptomatiques. Et c'est ce qui va faire que souvent les gens n'ont pas le réflexe, une fois qu'elles ont pris un risque, de se dire, je pense que dans cette situation ici, il y a eu quand même un risque, il faudrait que j'aille me faire tester. Et donc les gens n'ont pas ce réflexe-là. Et comme l'infection est asymptomatique, en général, les gens auront le réflexe d'aller se faire tester que lorsqu'ils auront des symptômes. Et là encore, il faut être attentif à son corps tout à l'heure, comme le collègue le disait, pour savoir que, tiens, il y a quelque chose d'anormal qui se passe, il faudrait que j'aille consulter. Et donc, si on saute cette étape-là et qu'on arrive à un stade assez avancé, je dirais, l'impact, c'est qu'on peut avoir des complications de ces IST-là, et ces complications peuvent souvent être graves, notamment chez l'homme où on peut avoir une baisse de la fertilité. Et chez la femme, on peut même aller à une infection des trompes et qui peut même entraîner des infertilités chez la femme qui sont dues justement à une infection, notamment une infection à chlamydia par exemple. Donc, aussi simple que ces IST sont, parce qu'il y a des traitements qui existent et on guérit, il faut justement, comme on a dit, avoir le réflexe de se faire tester lorsqu'on a pris un risque pour que si jamais on a été infecté par une IST, qu'on soit traité et guéri et ne pas arriver à des stades de complications où là, les choses seront plus difficiles à gérer. Oui, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que les jeunes, les jeunes et moins jeunes aussi, parce qu'on ne va pas dire que les moins jeunes n'ont pas de sexualité, quand même pas. Donc voilà. Mais bon, du coup, c'est vrai que le réflexe n'est pas forcément d'aller faire un dépistage. On se dit, bon, allez, j'ai un peu déconné, j'ai eu un rapport sexuel sans protection. Donc, protection, je parle de préservatif, par exemple. Je rappelle quand même à nos auditeurs que le préservatif ne préserve pas de tomber enceinte. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que juste un préservatif, ça permet... ce n'est pas une contraception, d'accord ? Donc, mais ça peut être une protection, en tout cas, pour les MST et les IST. Mais simplement que finalement, on n'a pas trop tendance, on se dit, bon, voilà, j'ai fait une petite erreur, mais on ne va pas avoir ce truc de, je vais quand même aller me faire dépister. Voilà, il y a des gens qui vont, des couples qui par exemple, se disent, on a envie d'avoir des rapports, mais qui vont aller ensemble se faire dépister, par exemple. Ça peut être un truc qu'on fait à deux, par exemple. Enfin, je ne sais pas si ça vous, voilà, si vous, ce que vous en pensez. Je pense que nous, en tout cas, dans ma pratique, souvent, ce qu'on voit, c'est que, lorsqu'on fait une rencontre, d'un premier temps, on va avoir le réflexe de se protéger parce qu'on se dit, voilà, on ne connaît pas le passé du partenaire ou de la partenaire. Du coup, soit peut-être le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de mettre le préservatif quand on aura les rapports sexuels. Arrivé à cet moment, on se dirait, oui, il y a quand même un lien de confiance qui s'est établi, on a confiance au partenaire, on a confiance en la partenaire, on va laisser tomber le préservatif. Et en ce moment-là, nous, ce qu'on conseille, c'est qu'avant de laisser tomber le préservatif, qui est un des moyens de protection, il faut aller se faire tester pour savoir si l'un ou l'autre ne cache pas une IST. Et en ce moment-là, on pourrait laisser tomber le préservatif si on a envie.
Ça, par exemple, ça pourrait être une réflexion que les couples pourraient avoir. La confiance ne protège pas d'une IST. Oui, c'est Tout à fait. Et mon confrère le disait bien, il y a des IST qui ne provoquent absolument aucun symptôme, comme par exemple le chlamydia chez la femme souvent est totalement asymptomatique. Et donc, c'est une bonne proposition quand on se fait confiance et qu'on a envie d'arrêter de se protéger, de faire un test commun chez le médecin ou d'autres. Donc c'est une bonne idée de pouvoir, comme vous disiez tout à l'heure, mieux vaut prévenir que guérir. Parfois on peut être porteur finalement de ça et sans le savoir. Par contre, je sais aussi que chez les hommes, le papillomavirus, il est difficilement repérable. Hein. En général, ils n'ont pas de symptômes, les hommes, quand ils le portent, si ? Absolument, c'est tout à fait vrai. Donc, le papillomavirus, souvent, ne se voit pas. Et on est porteur sur la peau, il réside environ pendant 2 ans sur la peau et on peut le transmettre même quand il n'y a pas de pénétration. Donc contact peau à peau, pubis, on peut transmettre l'HPV. Alors heureusement, souvent le papillomavirus ne provoque pas de symptômes, mais il peut... Mais c'est plus dur à dépister, alors du coup, on le voit dans le sang, on parlait de prise de sang ou pas ? Non. Non plus. Non. Il faut être attentif à sa peau, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, regarder son corps. Il faut être attentif aux symptômes, mais chez l'homme, par exemple, le papillomavirus peut provoquer des verrues, ce qu'on appelle des condylomes, et ça, à l'œil nu, ça se voit. Donc quand on a une petite excroissance à la peau, sur le scrotum ou au pubis, on peut parler avec son médecin traitant et se poser la question, c'est quoi ? Par contre, chez la femme, c'est beaucoup plus difficile parce que là, le papillomavirus, il se situe souvent en interne et donc n'est pas visible à l'œil nu et donc peut se transmettre plus facilement. Ah oui, voilà. C'est pas si facile que ça. Hein. Il faut se ressortir avec toutes ces informations que vous nous donnez. Voilà. Alors moi, je voulais aussi demander quand même au Dr Ward la différence entre une MST et une IST. Voilà. Et dans quelle catégorie se trouve le papillomavirus et le VIH ? C'est une bonne question. Et l'IST, en fait, c'est l'abréviation pour infection sexuellement transmissible. Et depuis quelques années, le sigle IST tend à remplacer l'abréviation MST. Pourquoi ? Parce que d'après les experts et les autorités de santé publique, utiliser le sigle IST, c'est inciter plutôt au dépistage, même en l'absence de symptômes. Par conséquent, la seule différence entre IST et MST concerne la terminologie utilisée et les sigles IST et MST désignent les mêmes maladies. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ce sont des maladies sexuellement transmissibles. IST, c'est simplement parce qu'on ne les dépiste pas forcément. C'est ça ? On incite plutôt à la prévention et au dépistage d'une infection avant que ça devienne une maladie. Une maladie, c'est ça. Ok. C'est plus clair. Ça commence à devenir plus clair, chers auditeurs. Ça commence à devenir plus clair. Alors, j'avais encore une question pour Monsieur Quadio. Quels mythes sont encore présents ? Je voulais parler de ces fameux mythes qui sont encore très présents dans notre société concernant les infections sexuellement transmissibles. Donc, par exemple, est-ce que dormir à côté de quelqu'un qui est séropositif, est-ce que c'est dangereux ? Sûrement pas. Une personne séropositive, je dirais, c'est comme vous et moi. Donc, c'est pas parce qu'on est porteur du virus du VIH qu'on transmet à tout bout de champ, je dirais, ce virus en regardant ou en touchant une personne séropositive. Non. Le virus du VIH est un virus qui se transmet par différents canaux. Les modes de transmission sont bien spécifiques et je pense qu'on va y revenir. Et donc, hormis les modes de transmission du VIH, il faut savoir que les activités, les gestes de la vie courante ne sont pas à risque du VIH. Donc, manger dans la même assiette, dans les mêmes couverts, dormir sur le même lit qu'une personne séropositive, donner une poignée de main à une personne séropositive, lui faire une accolade, lui faire un bisou. Toutes les activités, je dirais, de la vie normale de la société, toutes les actions sociales, tout ceci ne met pas à risque une personne de contracter le VIH si elles n'en prennent pas les voies de transmission spécifiques qui sont, je dirais, vu qu'on a la question, qui sont la transmission verticale, donc la transmission de la mère à l'enfant, ou alors la transmission lors des rapports sexuels non protégés, ou alors lors de contact de sang direct avec une personne séropositive. Donc, hormis ces 3 modes de transmission, il faut savoir qu'il est impossible d'attraper le VIH avec les gestes quotidiens de la vie quotidienne. Donc on peut vivre avec une personne séropositive sans jamais attraper le VIH. Tout à fait.
Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une personne séropositive sous traitement qui atteint ce qu'on appelle une charge virale indétectable, donc la charge virale indétectable, c'est l'un des paramètres qui sert à vérifier l'efficacité du traitement chez une personne séropositive. Donc, c'est simplement la quantité de virus qu'on va mesurer dans le sang de la personne séropositive une fois qu'elle est sous traitement. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, une fois qu'une personne est dépistée séropositive et qu'elle est mise sous traitement, dans un délai de 4 à 6 mois, si elle répond bien à ce traitement-là, eh bien, cette charge virale devient indétectable. Donc, ça veut dire, lorsque en laboratoire, on essaie de rechercher le virus dans le sang de cette personne-là, on n'arrive plus à voir le virus. Ça ne veut pas dire que la personne est guérie, mais ça voudrait dire, en tout cas, le virus n'est plus actif dans le sang circulant de la personne. Et donc, une fois que la personne arrive à ce stade d'indétectabilité, ben, elle ne peut plus transmettre le virus à quelqu'un d'autre, à un partenaire sexuel. Donc, si cette personne-ci a des rapports sexuels non protégés avec une personne séronégative, la personne séronégative ne se met pas à risque parce que la personne séropositive est en charge virale indétectable. Ah, donc, si on a une charge virale indétectable, alors à ce moment-là, on ne sait plus... Enfin, techniquement, on ne le transmet plus. Techniquement, on ne le transmet plus à une personne séronégative. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il existe des groupes sérodiscordants où l'un des partenaires est en charge virale indétectable, l'autre partenaire est séronégatif et le couple peut avoir des rapports sexuels non protégés et le couple peut avoir un enfant s'il y a un désir d'enfant sans que l'enfant également soit séropositif. Donc aujourd'hui, la science a bien évolué. Il faut juste que les personnes aient la bonne information. Parce que, comme on l'a dit, on est ici pour porter l'information et c'est le manque d'information qui fait que justement, souvent, on a ces comportements, comment dirais-je, comme on l'avait signifié, où les gens sont méfiants. Donc voilà. Qui s'inquiètent, oui. Qui s'inquiètent, voilà. Alors, chers auditeurs, on va devoir faire une courte pause, mais restez avec nous. Dans quelques instants, on continue parce que j'ai encore plein de questions pour nos invités. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler au 0488 106 800 et nous sommes en live sur la page Facebook Le Blic Virginie. À tout de suite. Votre enfant est... Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour dans Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlons des MST ou IST, comme vous voulez. Donc, ce sont les maladies sexuellement transmissibles. Donc, on avait déjà commencé avec nos invités, le docteur Ward, monsieur Quadio et monsieur Streuve. Non, je dis bien Streuve. Toujours oui. Très bien. J'ai tellement honte parce que vous voyez, mon néerlandais n'est pas parfait. Et donc, sinon, vous pouvez m'appeler Franck aussi. Franck, c'est très bien. On va dire Franck. Je crois que ce sera plus simple et tout. En plus, comme vous êtes plus jeune que moi, je crois que je peux même vous tutoyer. ça se fait. Donc voilà. Alors, du coup, moi, j'avais envie de revenir avec vous puisque vous vous occupez des jeunes. Est-ce que nos jeunes sont actifs sexuellement? Est-ce qu'ils se protègent correctement? Je sais qu'il y a des statistiques qui disent que finalement, on commence à avoir des rapports sexuels. Enfin, l'âge où on débute à avoir des rapports sexuels, c'est relativement constant, en fait, les dernières années. On observe que c'est aux alentours de 17 ans. 16-17 ans, oui, c'est ce que j'avais En discutant avec une collègue cet après-midi avant de venir, il me semble que l'âge est un tout petit peu plus tôt avec les dernières études qui sont sorties. En tout cas, par rapport à est-ce qu'ils se protègent correctement ou non, ça, je n'ai pas de données statistiques par rapport à ça. En revanche, ce qu'on observe avec nos diverses animations, nous, on a une animation où on apprend la pose du préservatif externe. Et ce qu'on observe, c'est que généralement, les jeunes n'y arrivent pas. C'est quelque chose qui s'apprend, quelque chose dont on doit parler. Et donc, on observe que cette animation, elle est très utile et ça permet de démystifier la chose, de le faire avec humour aussi. Voilà. Mais c'est fou quand même parce que vous vous adressez à des adultes. Ce sont des gens qui sont déjà en haute école et université. À des jeunes adultes, oui. Ouais, donc ils ont déjà au moins 18 ans, 18-19 ans. Est-ce que quand on est un jeune adulte, il nous reste encore énormément de choses à découvrir dans la vie en j'entends général, bien, mais ce que je veux dire, c'est que si statistiquement, l'âge moyen, c'est 16-17 ans pour avoir un premier rapport sexuel, je me dis, pendant 2 ans, comment ils se sont protégés s'ils ne savent pas mettre un préservatif à 18 ans? Alors, nous, on est actifs, en tout cas, on est plusieurs membres dans l'ASBL OIS. Moi, je suis principalement chargé de projet en haute école université, mais il y a aussi tout un autre pan de nos activités où on met en place des stands et des parcours de plusieurs animations ludiques auprès d'écoles secondaires. Et donc, à ce moment-là, il peut y avoir de la prévention en amont, avant les premiers rapports sexuels. En tout cas, tel que la moyenne nous montre l'âge.
Mais en secondaire, enfin moi je sais que déjà, je trouvais que c'était précoce, en tout cas pour les garçons. Moi je trouve que la 6e primaire, par exemple, pour les filles, ça coïncide assez bien avec le début de la puberté. Par contre, pour les garçons, je trouve que ça coïncide pas vraiment. En général, les garçons sont pubères un peu plus âgés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà ce type de prévention à l'école en 6e primaire et en première secondaire, non, je pense. Absolument, absolument. Oui. Et grâce à la vaccination pour la HPV qui est remboursée depuis 2019, avant l'âge de 15 ans, on a en fait une opportunité énorme au moment où on propose ce vaccin à ces jeunes entre 12 et 15 ans, de parler de IST, parce que quand on administre un vaccin, on a le droit de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on est en fait vacciné? Pourquoi est-ce qu'on veut se prémunir? Et donc, ça, c'est un moment très important de pouvoir, et Franck l'a dit, oser en parler. Parce qu'on a peut-être un rapport sexuel à 17 ans ou 18 ans uniquement, mais on a déjà vu des images à caractère sexuel. On parle alors de pornographie, parce que maintenant, quand on surfe sur Internet, on a tout de suite Les spams et tout ça. les spams, et donc les jeunes enfants voient ces images, et malheureusement, de plus en plus, il y a des images où les acteurs ne se protègent pas, et donc ça peut être interprété comme quelque chose de normal de ne pas se protéger. En même temps, les acteurs, ils font des dépistages tout le temps, donc, en tout cas, bon, on va pas commencer à parler des acteurs de films porno. Ce qui est certain, c'est que si la découverte de la sexualité se fait via la pornographie véhicule énormément de clichés. Donc on peut rester centré sur les infections sexuellement transmissibles avec les protections qui sont peu présentes, mais c'est aussi le cas avec la contraception, c'est aussi le cas avec le consentement et plein d'autres thématiques liées à la sexualité. Donc on peut faire de la prévention pour les personnes avant 18 ans, et dans ce cas c'est une prévention qui va être adaptée. On va s'adresser autrement à des jeunes qui ont 18 ans et plus que des jeunes qui ont moins de 18 ans. Oui, forcément, je suppose que voilà. Mais moi je me souviens que mon fils m'avait raconté qu'on lui avait expliqué comment mettre un préservatif. Et bon, il n'était pas encore dans le délire, les filles, etc. À l'époque, il était allé un quête qui est en 6e primaire, qui a 11 ans. Enfin, lui, tout ce qui s'intéresse, c'est les copains. Maintenant, vous dites, c'est vrai qu'on est bombardé d'images qui peuvent... mais si les parents font attention, etc., et que voilà, on met des sécurités pour pas que l'enfant ait accès à ce genre d'images, il connaît pas forcément la sexualité encore, déjà à cet âge-là. Et bon, voilà, ça peut arriver, par exemple, début secondaire. Et c'est vrai que c'est important d'en parler. Et d'ailleurs, ce fameux vaccin dont vous parlez, il est accessible entre 12 et 15 ans. Et c'est vrai que du coup, parce que si on parle de ce vaccin aux jeunes, quand on fait une animation sur la sexualité, on dit, vous savez, il y a des vaccins qui protègent contre les MST, certains vaccins qui peuvent, mais ils doivent être administrés entre 12 et 15 ans pour avoir une très bonne efficacité. Le jeune, c'est bien, il le sait, mais est-ce que son parent va être d'accord? Vous voyez, c'est ça la problématique aussi, c'est que est-ce que le parent va être d'accord de vacciner son enfant de 12 ans en prévention de la sexualité qu'il aura peut-être à 20 ans? Vous voyez? Tout à fait, et ça c'est un grand problème, et on remarque d'ailleurs une disparité entre les différentes régions du pays où le taux de vaccination en Flandre est très élevé, certainement chez les jeunes filles, et là où à Bruxelles on n'est pas les meilleurs élèves de la classe. On a un problème avec la vaccination à Bruxelles, je crois, de manière générale. On ne va pas parler de Covid maintenant. On ne parle pas de Covid, on a dit qu'on ne parlait pas de Covid. En tout cas, oser en parler, j'ai bien aimé les mots de Franck, parce que quand on y réfléchit en tant que jeune, nos parents nous apprennent à parler, ils nous apprennent à étudier, ils nous apprennent à comment se comporter, mais ils nous apprennent pas beaucoup sur la sexualité, et c'est pas facile d'en parler, et d'où l'importance de ces associations qui peuvent nous munir d'outils comme jeunes parents ou comme parents un peu plus âgés pour parler effectivement avec ces enfants. Je pense que la grande croyance qu'il y a, c'est que en parler, c'est encourager. Mais c'est pas le cas. En parler, c'est informer et outiller les jeunes. Ça, c'est dans plein de domaines de la prévention, et je pense notamment la sexualité, parce que la sexualité reste assez taboue dans certains milieux. Oui, tout à fait.
Et c'est vrai qu'il faut en parler, mais dans certains milieux, dans certaines éducations, dans certaines familles, ça dépend vraiment de l'éducation familiale, finalement, de pouvoir parler de certaines choses ou pas. On avait fait une émission sur la sexualité, d'ailleurs, même comment parler de sexualité aux enfants, etc. Ça avait choqué beaucoup de monde, alors que c'est tellement important de pouvoir en parler pour prévenir, justement, les comportements sexuels à risque, mais aussi les agressions dont on peut être victime. Est-ce que ça, c'est agression ou pas? De consentement... Oui. De nos jours est très important. Tout à fait. Je pense que justement ce tabou, comme on le dit, autour de la sexualité représente aussi un gros frein par rapport au dépistage, comme je l'avais dit tantôt, parce que justement, à un âge assez jeune, souvent on consulte la mutuelle des parents, du coup, soit on consulte tous le même médecin, du coup, allez, j'ai pris un risque, je dois me faire tester, il faut aller que j'aille voir le médecin de famille, du coup, ma crainte, c'est que si je parle sexualité au médecin de famille, est-ce qu'il ne dira pas... comment je sois à mon père ou à ma mère, tiens, il y a ton garçon qui est venu se fait tester pour une chlamydia, une gonorrhée, tout de suite, voilà, on a peur que l'information retombe dans l'oreille des parents. Donc voilà, je pense qu'il faut surmonter ces tabous-là, comme on l'a dit, informer nos jeunes. Et c'est d'ailleurs bien que des associations comme OIS, la plateforme et d'autres fassent déjà ces animations-là dans les écoles. Mais je pense qu'en plus de ces animations qui sont faites dans les écoles, il faudrait que les parents aussi s'y mettent à informer, éduquer les enfants, aussi parler sexualité à la maison et ne pas voir cela comme un tabou, au fait. C'est vraiment important, mais du coup, ces jeunes-là, justement parce que vous en parlez, s'ils nous écoutent, si par exemple ils veulent faire un dépistage, ils peuvent aller dans les plannings familiaux, par exemple, ils peuvent venir aussi chez vous. Enfin, où est-ce qu'on peut aller pour se faire dépister, par exemple? Nous, en tout cas, si on est mineur, moi je parle, par exemple, imaginons qu'on ne veut pas que nos parents sachent qu'on veut se faire dépister. Et on peut aller absolument chez son médecin traitant et n'oublions pas qu'on est lié à la confidentialité. Le médecin traitant, le généraliste, c'est vraiment la personne de confiance. Bon, si le pas pour passer la porte est trop élevé, il y a bien sûr d'autres alternatives comme des spécialistes urologues ou, comme vous évoquez, le planning familial ou d'autres associations qui accompagnent le dépistage, même gratuitement, parce qu'il peut y avoir des fois un levier financier aussi. Tous ces tests ont un coût, même s'ils sont bien remboursés en Belgique. Il y a des associations qui aident à effectuer ces tests gratuitement. À la plateforme, par exemple, nous, on a un projet de dépistage qui est ouvert aux personnes d'origine migrante, donc un dépistage gratuit qu'on propose pour les IST, donc le VIH, la syphilis, la chlamydia, la gonorrhée. Mais pour rebondir un peu sur ce que Dr Ward a dit, certes, les jeunes peuvent aller chez le médecin qui est lié par la confidentialité, mais souvent le problème, c'est que comme ces tests sont payants, comme il a dit, ces jeunes sont sous la couverture mutuelle des parents. Du coup, à la fin de l'année ou mensuellement, si le parent demande un listing à la mutuelle des prestations qui ont été faites, du coup, ça peut sortir dans certaines mutuelles. Ouais, mais il n'y a personne qui fait ça. Oui. Vous le faites, vous? Moi, je le fais pas. Moi, je sais pas. La mutuelle, elle peut me surfacturer. Découvrir des choses. Ouais. Oui, c'est vrai, je pourrais découvrir certaines choses. Vous me faites peur, là. C'est peut-être pas la majorité des parents qui le font, mais je pense qu'il y a certains qui le font. Et ces parents-là, par ce biais-là, par ce listing de la mutuelle, ils savent savoir que, tiens, j'ai pas fait tel test, sûrement, si c'est pas moi qui l'ai fait, c'est que soit c'est le garçon ou la fille qui l'a fait. Et ça, souvent, ça peut alerter, entraîner souvent des soucis. Oui, c'est vrai, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait un service comme ça près de la gare du Midi. Je crois que c'était la Croix-Rouge qui faisait ça, des dépistages. Et alors, je me souviens qu'en fait, ils ne faisaient pas payer, mais ils facturaient directement à la mutuelle. Et donc, du coup, c'est la mutuelle qui prenait en charge le dépistage. Mais du coup, si vous étiez sur la mutuelle de vos parents, ça va directement chez les parents, quoi. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est plus délicat. Mais du coup, comme disait Dr Ward, toujours pouvoir en parler à son médecin de famille ou un médecin généraliste. Et éventuellement qui fera le nécessaire, même une gynécologue, même qui peut faire, même un urologue aussi qui peut le faire, après, et garder l'anonymat. Après, il y a les plannings aussi qui existent. Les plannings familiaux, c'est gratuit. Et sur les campus, justement au sein des plannings, il y a cette discussion-là qui est mise justement pour pouvoir parler aux jeunes, parler des sexualités, pratiquer des tests sur le faux et garder souvent cet anonymat et cette confidentialité-là sur le faux. Oui, c'est ça. Il y a aussi, pour faciliter ça, la possibilité que les résultats des tests soient accessibles uniquement au centre de planning familial. Oui. Et du coup, la personne revient ou est directement contactée par les professionnels de santé qui y travaillent. Et du coup, c'est pas un courrier qui est envoyé au domicile. Il y a cette facilité, cette relation qui se crée. Parce que le médecin traitant, on peut imaginer que c'est compliqué quand c'est quelqu'un qu'on a vu depuis tout petit, toute petite. Et puis après, quand on devient actif sexuellement, se tourner toujours vers ce même professionnel. Pour d'autres personnes, ça ne sera pas un frein parce qu'il y a déjà ce lien de confiance. Pour d'autres, ça sera plus compliqué. C'est plus simple de se tourner vers d'autres personnes. Chez OIS, nous, on a le site dépistage.be
où du coup il y a un onglet où il y a toutes les structures où on peut avoir des dépistages par région, donc que ce soit Bruxelles, que ce soit la Wallonie, et du coup ça renvoie vers toutes ces ressources avec les caractéristiques de chacune des structures pour les dépistages. Et en plus, peut-être pour compléter, comment dirais-je, le site internet qui est renseigné par Franck, on a aussi le site préventionist.org, qui est aussi un des sites de la plateforme, où vous avez un moteur de recherche, où vous indiquez juste votre code postal, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles, et on vous montre toute une cartographie de tous les centres qui sont autour de votre domicile pour se faire tester. Waouh, c'est déjà pas mal. Donc ça leur permet en fait de retrouver, de pouvoir quand même. Donc ils n'ont pas d'excuse de ne pas se faire dépister en fait. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Absolument. Absolument, on dirait. Et quand même inciter à parler avec les partenaires avec qui on a eu des rapports. Quand on a des rapports fréquents et qu'on est informé avec différents partenaires qu'on a une IST et qu'entre-temps on a eu d'autres partenaires, de grâce, informez-les, c'est important. Et là aussi, il y a des manières anonymes de pouvoir communiquer via SMS pour informer ces partenaires-là. Ah oui. Et alors, du coup, moi, je voulais demander quand même, Monsieur Kouadio, comment ça se déroule un dépistage concrètement? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ça va dépendre tout à l'heure combien de l'IST qu'on veut rechercher. Donc, si je prends par exemple le cas du VIH, par exemple, en tout cas les dépistages que l'on propose chez nous, qui sont les dépistages rapides. Donc, c'est un test assez simple. Donc, c'est comme si on faisait une glycémie à la personne. Donc, on ferait une petite piqûre au bout du doigt et avec la goutte de sang, on réalise le test et dans la minute qui suit, on a les résultats. Donc, le résultat, il est immédiat. Et donc, vous avez des tests comme ça qui existent pour le VIH, pour la syphilis, pour l'hépatite B, pour l'hépatite C, où vous avez ces tests rapides qui peuvent être faits et en quelques minutes, on a le statut de la personne. Il faut juste savoir que lorsque ces tests rapides seront positifs, on est obligé de faire une prise de sang pour confirmer le résultat du test rapide. Donc ça, sur base du test rapide, on ne peut pas poser le diagnostic parce que c'est un test d'orientation. Mais en général, c'est des tests qui sont assez fiables et à 99%, si vous avez un test rapide qui réagit, on est quasi sûr que lorsqu'on fera la prise de sang également reviendra positive et en ce moment-là, on vous mettra sous traitement en fonction de l'IST qui a été dépisté. Ah, on peut déjà donner un traitement préventif alors, c'est ça? Non, pas qu'on peut donner un traitement préventif. Donc, imaginons un cas concret. Moi, je reçois une personne qui vient, elle a pris un risque, je lui propose de lui faire un test rapide du VIH. Son test rapide du VIH revient positif. Automatiquement, moi, je vais appeler un centre de référence VIH qui sont les centres dans lesquels les confirmations pour le VIH se font ici en Belgique et où les traitements sont pris. J'ai un rendez-vous le même jour pour la personne. On propose un accompagnement à la personne. On accompagne la personne au centre. La prise de sang est faite. Dans les 2 heures de temps, on a la confirmation. Et si on a la confirmation qu'il s'agit d'une personne séropositive, en ce moment, elle voit le médecin et le médecin, en général, le même jour ou le lendemain, met la personne sous traitement. Donc ça, c'est pour les cas où on utilise un test rapide. Pour des IST comme la chlamydia ou la gonorrhée, c'est plutôt un examen d'urine qu'on va faire ou alors un frottis. Et aussi le frottis qui va être fait va dépendre des rapports sexuels et aussi de l'orientation sexuelle. Donc soit c'est un frottis vaginal qu'on va faire, soit c'est un frottis anal, soit un frottis de gorge. Et ces frottis sont envoyés directement au laboratoire avec l'urine prélevée et l'infection est mise en évidence. Et comme vous disiez, il y a quand même un laps de temps parce que, allez, moi, vu que je suis psychologue, je reçois aussi des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles dans le cadre de mon travail. Pour ces personnes-là, parfois, ce qui est difficile, c'est qu'on leur dit qu'il faut attendre 3 mois et revenir dans 3 mois. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire un premier test, prise de sang, etc., mais le viol vient d'avoir lieu et on ne sait pas, en fait. Et donc, du coup, elles doivent attendre parfois 2-3 mois pour revenir faire le test. Exactement. Comme j'avais dit ici, il faut en tout cas un certain délai pour mettre en évidence le germe. Mais je pense que dans le cas des agressions, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je pense que des premiers tests qui vont être faits, soit initialement, on fera déjà un test VIH à la dame pour savoir si, avant le viol, elle était déjà porteuse ou pas du VIH. Mais je prends le cas concret toujours du VIH, il faut savoir que lorsqu'il y a eu un risque, donc imaginons qu'on prend le viol par exemple qui est quasiment un risque, il faudrait attendre, si c'est le test rapide qu'on veut faire, un délai de 12 semaines pour avoir un résultat fiable si jamais ce test il est négatif. Et si c'est par contre la prise de sang qu'on va faire, il faut attendre un délai minimum de 6 semaines. Et donc, c'est ce délai qu'on met... 6-12 semaines, ouais, c'est long. Hein. C'est long, mais le problème, c'est que si vous réalisez un test 2 semaines après, que vous dites à la patiente ou à la dame, écoutez, votre test VIH est négatif, ben vous ne rassurez pas la personne parce qu'elle est encore dans cette fenêtre où elle n'a pas encore développé les anticorps pour être mise en évidence. Et donc,
Le cas du viol est bien sûr très spécifique parce que malheureusement, dans souvent des cas, on ne connaît pas le perpétreur du viol. On peut parler d'autres cas où, par exemple, un chirurgien est en train d'opérer une personne qui est VIH positive, dont on connaît le taux du virus qui peut être élevé parce que pas des fois le patient est opéré en urgence. Et si à ce moment-là, on se coupe, on se blesse et il y a un mélange de sang, on peut en effet même du premier jour initier un traitement. Donc il faut retenir qu'il faut personnaliser le test sur base des rapports qu'il y a eu et personnaliser le traitement également. Si on a des symptômes urinaires, qu'on a des douleurs et qu'on partage qu'on a eu un rapport non protégé, on va bien sûr faire les prélèvements, mais on ne va pas attendre 3 jours d'avoir les résultats. On va déjà prescrire un traitement. D'accord, donc on peut faire justement, je voulais en parler avec vous. C'est quoi les traitements pour les IST et c'est différent pour le VIH, papillomavirus, donc on peut donner des traitements préventifs, entre guillemets, s'il y a eu un risque? Et le meilleur traitement, bien sûr, c'est la prévention. Donc ça, j'aime bien réinsister, taper sur le clou. Parler et mieux vaut prévenir que guérir. Mais il est possible de prévenir le développement d'une MST en limitant le risque d'infection et donc une protection adéquate lors des rapports sexuels, notamment grâce au port d'un préservatif masculin facilement ou même des préservatifs féminins. La vaccination contre certains agents infectieux tels que l'hépatite B et le papillomavirus. On vaccine environ depuis 10 ans les jeunes filles de moins de 19 ans et depuis septembre 2019, on vaccine aussi, ou on incite quand même à la vaccination parce qu'elle n'a pas lieu assez souvent et j'incite tous les écouteurs à vérifier si leurs enfants sont vaccinés, donc on les incite. En cas de doute, il est recommandé bien sûr d'effectuer un test de dépistage des MST. Et donc pour parler des traitements, oui, il y a des traitements qui sont spécifiques aux pathogènes. Et pour ce qui est de la prévention, il y a bien sûr le vaccin pour le papillomavirus. Et il y en a différents, il y en a 2 sur le marché. Il y en avait 3 avant, mais maintenant il y en a 2. Il faut savoir que ce papillomavirus, il y en a des centaines et qu'il y en a que quelques-uns qui sont vraiment dangereux dans le papillomavirus numéro 16 et 18. Et donc les vaccins sont bien axés sur ces virus spécifiques. Et à quel point c'est efficace finalement ces vaccins-là? Comment on sait que c'est efficace? C'est très efficace avant le premier rapport sexuel. Ça a été prouvé dans de très grandes études. D'ailleurs, par exemple, une étude australienne qui a montré que le nombre de personnes infectées par le papillomavirus et qui provoquait des cancers du col de l'utérus a diminué fortement. Il est passé de 22,7% de 2005 environ à 1,5%. Wow. Et donc, c'est une réduction énorme de cancer du col de l'utérus. Bon, l'Australie a l'avantage d'être une île aussi, mais il faut vraiment... Mais c'est une obligation là-bas, le vaccin chez l'enfant contre le papillomavirus? Non, les gens le font volontairement par prévention. Absolument. Ouais. Et en Belgique, les vaccins sont organisés au sein des écoles. Et la politique d'incitation au vaccin est différente. En Flandre, on informe qu'on va vacciner l'enfant et si les parents ne sont pas d'accord, on demande de se manifester. Tandis qu'en Wallonie, Bruxelles, on fait souvent l'inverse. On informe qu'on peut éventuellement administrer un vaccin et qu'il faut le demander. Et je pense que comme jeunes parents, on est des fois débordés avec beaucoup d'informations et ça passe de gauche à droite et on oublie et l'enfant passe à côté. Alors qu'en Flandre, si on est débordé et qu'on a oublié de signer le papier, là, il sera vacciné à tous les coups. Il sera vacciné à tous les coups, tout à fait. Ok. Alors, moi, je voulais encore poser une question à M. Struijff. Qu'est-ce que vous dites à vos jeunes pour qu'ils soient dépistés? Comment vous leur expliquez que c'est important de se faire dépister? On explique différentes choses. Déjà, ça va être un petit peu synthétique de tout ce qu'on a pu échanger avant. Dans 70% des cas environ, les infections sexuellement transmissibles ne provoquent pas de symptômes. Donc il n'y a pas de signal qu'on est porteuse d'une infection sexuellement transmissible. Donc déjà ça. Et du coup,
si on est, imaginons qu'on soit porteur ou porteuse et qu'on continue d'avoir des rapports sexuels non protégés, on peut continuer de transmettre. Donc c'est l'idée, on va casser la chaîne. Il y a les conséquences possibles aussi sur la fertilité, etc. Enfin, plutôt ces choses médicales dont on parlait. Et il y a aussi le fait, si on a à un moment une infection sexuellement transmissible, avec des symptômes, le traitement, etc. Attendre que ça soit traité avant de nouveau pouvoir être actif sexuellement sans protection. C'est un moment qui n'est pas forcément agréable à passer. Ça, c'est dans les conséquences des IST. Il y a la conséquence sur le corps, mais aussi sociale, le rapport aux autres, on peut se sentir honteux. Alors, on a aussi le souhait chez OIS de dire que ça fait partie de la vie sexuelle quand on est active. Donc, c'est pas un tabou. Par contre, je comprends qu'on puisse quand même ressentir ça, que ça soit pas évident. Donc c'est aussi l'idée de, on se fait dépister, ça évite de passer un moment, enfin d'être au clair déjà avec sa situation, et ça évite de passer un moment désagréable, je dirais, avec le traitement, etc. Dans le cadre, imaginons dans et un moment agréable avec son partenaire. Oui, c'est ça, voilà d'avoir une pleine confiance, comme on disait avant, et d'avoir été testé à 2, par exemple, comme on imaginait. Et quand on fait un dépistage, du coup, c'est un dépistage sur toutes les MST, IST, quand on sait le voir, en fait. Par exemple, demain, moi, je vais faire une prise de sang pour me faire dépister, ou je fais un frottis, un truc comme ça. Alors là, on voit tout. C'est-à-dire que... Ça va dépendre de votre demande. Si votre demande sera dédiée au médecin, voilà, j'aimerais faire un bilan de santé sexuelle pour savoir si, en tout cas, j'ai pas une IST. Le médecin fera plusieurs prescriptions, mais juste avec le frottis, on ne sait pas voir toutes les IST parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque IST, sa technique de recherche. Donc, en fonction de votre demande, le médecin fera les prescriptions qui vont avec. Mais donc, en fait, l'information est que un train peut en cacher un autre. Donc, ça veut dire que, malheureusement, on peut souvent, et c'est vraiment le cas, souvent, on attrape plus qu'une IST. On sait que le chlamydia et le gonocoque, ça va souvent ensemble. Donc, on traite pour les deux. Donc, une IST peut en cacher une autre et il suffit pas de dépister spécifiquement une IST. Il faut, sur base de ce que la personne nous raconte, cibler plusieurs pathogènes. Et donc, la chlamydia, par exemple, on ne peut pas l'attraper autrement que par un rapport sexuel. Ou alors, si par exemple un partenaire nous la rapporte, c'est que forcément, il a été voir ailleurs. Ça peut faire des clashs dans les couples, cette histoire-là. C'est clair. Sauf si, il faut quand même préciser que beaucoup de femmes sont porteuses asymptomatiques. Donc, quand on est dans une nouvelle relation et qu'on a des rapports pour la première fois non protégés et qu'on n'a pas fait des tests avant et que l'homme attrape une chlamydia, c'est pas forcément qu'il est allé voir ailleurs. Mais si la dame, elle n'a jamais eu de rapport avant. Ça, c'est un autre cas. Ça, Dr. Ward. Ça, nos commentaires. Voilà. Alors moi, j'avais encore une petite question pour Monsieur Streuve. Du coup, qui sont les services qui s'appellent à vous? Donc, est-ce que vous rencontrez aussi des personnes qui sont réfractaires à vos services? Mais je vais poser la question aux deux. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fermés à vos services et qui sont réfractaires? Je laisse Franck peut-être commencer. Alors dans notre cas, nous on travaille avec les jeunes pour les jeunes. Donc du coup, c'est des structures qui sont à destination des jeunes. Donc ça peut être haute école, université. Il y a aussi les mouvements foulards. Donc c'est les scouts, les différentes fédérations de scouts. Ça peut être aussi des services d'aide à la jeunesse, des aides en milieu ouvert, des maisons des jeunes. Il y a les écoles secondaires et c'est principalement des structures qui s'adressent à nous. Comme on travaille avec la volonté des jeunes, des besoins qui viennent des jeunes, des fois ça peut être un établissement où des jeunes nous contactent et nous après on va essayer de travailler avec les directions, de nouer des partenariats pour du coup travailler avec les personnes, être dans un coportage. Nous on fait des actions mais on souhaite aussi que les partenaires, les structures s'engagent. Alors il y a des moments où il n'y a pas cette volonté là et donc du coup c'est compliqué de démarrer un projet. Mais sinon, on n'a pas de réelle réticence. On peut observer que dans certains cas, c'est plus compliqué. Mais au niveau du public, par exemple, si l'institution, imaginons une institution vous contacte pour venir faire une prévention,
Est-ce que ça peut arriver que le public qui fréquente l'institution n'a pas forcément envie d'entendre ce que vous avez à dire? Alors, ça peut arriver... Les parents Notamment. Ça peut arriver d'avoir des jeunes qui se sentent pas impliqués, en fait. Qui, non, moi ça me regarde pas, et pour différentes raisons. Et du coup, on peut essayer de tourner les choses autrement, d'élargir. Là, on est sur le sujet des infections sexuellement transmissibles. Chez OIS, comme on aborde la sexualité, eh ben, on peut avoir du coup de l'intérêt de la part des jeunes sur d'autres thématiques, ou alors leur dire, peut-être que toi ça va pas te servir ou que tu se sens pas concerné, mais en revanche ça peut intéresser certaines de tes amis, et essayer de tourner les choses comme ça, ou alors de comprendre ce qu'il y a derrière. Ça peut être du coup parce que on n'en a jamais parlé et en fait ça passe pour un refus, alors qu'en fait il y a un grand intérêt d'écoute, oui. Mais il va pas y avoir de la participation. Donc il faut toujours essayer de creuser un petit peu ça. En tout cas, on va jamais se mettre à forcer les personnes de participer. Bien sûr, on va jamais être un peu bourrin entre guillemets. Moi, je rigole un peu sur ça, parce que mon fils, il me dit, ouais maman, mes copains, ils me disent tout le temps, allez va demander à ta mère, elle veut bien dire, elle veut bien raconter des trucs sur la sexualité. Alors du coup, c'est lui le porte-parole quand ses potes ont des questions. Il vient, il pose à mon fils, et puis alors il vient chez moi, il me dit, alors et ça c'est quoi, et ça c'est quoi? Et je dis, tu crois que les mamans, ils sont d'accord? Et d'abord, demande aux mamans si elles sont d'accord que je donne la réponse, parce que sinon, je vais avoir des problèmes avec les mamans de l'école, moi, ici. Donc... Et là, on a avec les nouveaux outils digitaux, on a vraiment des nouvelles opportunités. On appelle ça la gamification. Donc, on crée des jeux qui sont ludiques et agréables, mais qui informent aussi vraiment nos jeunes. Et donc, c'est beaucoup plus facile de jouer à un jeu ensemble qu'on va s'asseoir autour de la table et parler de sexualité. Oui, c'est ça. Et on ramène un pénis géant en plein cours avec un truc. La banane. Voilà, oui, la banane. Je sais pas, donc, du coup, voilà, pour rebondir sur ce que Dr Wardy, aujourd'hui, je pense que les jeunes sont très branchés smartphone. Et donc, justement, il y a une application qu'on a sortie qui s'appelle Lord of Condom, qui est téléchargeable sur les deux grandes plateformes, pour ne pas faire de publicité, mais soit Android et... Comment dire, la pomme. Et la pomme. Voilà, et la pomme. Et la pomme. Et donc, c'est un jeu qui est très ludique, où en même temps que la personne joue, il y a des messages de prévention qui apparaissent en fonction du niveau de jeu, et à chaque fois, ils doivent passer à une étape supérieure, et c'est quelque chose qui est très apprécié, qu'on utilise dans le milieu scolaire pour parler de la prévention des IST aux jeunes. Alors, on va devoir clôturer notre émission. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez un petit conseil chacun à donner à nos auditeurs avant de partir? Monsieur Streuil. Moi, je leur dis de se tourner vers dépistage.be pour avoir plein d'informations, et aussi pour compléter l'application de jeu. Il y a la chaîne Moulfrit, qui est du coup une chaîne virtuelle qu'on retrouve sur tous les réseaux sociaux, et je vais pas me lancer pour tout citer, et qui sont des petites émissions, des petites capsules vidéo faites par des jeunes, à destination des jeunes, qui présentent des structures, qui expliquent certains sujets autour de la sexualité. Il y a les IST, les moyens de protection, il y a tout plein de choses, et ça peut même être un outil pour les parents pour envoyer leurs jeunes par là. Comme ça, il y a des infos fiables et claires, accessibles. Ok, super, je vous remercie beaucoup. Dr Ward, un petit conseil? Mieux vaut prévenir que guérir. Et faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner, voilà. Dr Ward, il aime bien le vaccin. Monsieur Couvier? Juste pour dire, voilà, aujourd'hui, en tout cas, il y a plein de moyens de prévention qui existent. Il n'y a pas que le préservatif. Le dépistage aujourd'hui est considéré comme un moyen de prévention à part entière, parce que, comme on l'a dit, les IST sont asymptomatiques. Donc, si vous avez pris un risque, il ne faut pas hésiter de se faire dépister. Si on est infecté, un traitement sera donné en fonction de l'IST. Si on peut être guéri de cette IST-là, le traitement permet la guérison et donc de cacher la chaîne de la transmission. Et donc, si vous avez besoin d'informations, en plus des sites donnés par Franck, n'hésitez pas à hésiter à aller sur préventionist.org, où vous avez toute l'information sur les IST et où vous pouvez trouver des lieux de dépistage, en plus des dépistages que nous proposons gratuitement à la plateforme Prévention SIDA. Sur ce coup de fil, vous nous appelez, on vous met un rendez-vous et on vous propose gratuitement un dépistage, en respectant l'anonymat, bien sûr, et la confidentialité. Voilà. Un tout grand merci d'avoir participé à cette émission. C'était très chouette et très informatif. Alors, chers auditeurs, vous retrouverez l'entièreté de notre émission sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille. Je vous dis déjà à la semaine prochaine, tous les jeudis, de 18 à 19h, dans Santé pour tous, avec un autre thème et d'autres invités sur la santé et le bien-être. À très bientôt. Chaque matin, la même routine. On se lève, on déjeune et on emmène les plus petits à l'école. Une routine journalière qui se répète chaque année scolaire. Mais cette routine est loin d'être la même pour tous.
Les enfants pauvres sont souvent privés d'école, faute de moyens, et ne connaissent pas les joies de la scolarité. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Ensemble, offrons-leur une éducation. Plus d'infos sur notre site karama-solidarity.be ou au 02 219 81 84. Il s'en passe des choses, boulevard Jamard. Les voyageurs de la gare du Midi y trouvent des hôtels. Les gourmands y trouvent des restaurants le midi ou le soir. Les promeneurs s'y arrêtent pour se désaltérer à la terrasse d'un café. Les fans de technologie y trouvent le GSM qu'ils cherchent depuis des mois. Et si vous n'avez pas d'euros pour payer tout ça, il y a toujours un endroit où vous pourrez transférer votre argent. Le boulevard Jamard, un quartier pour les lève-tôt ou les couche-tard. Pendant la durée des travaux, soutenons nos commerçants. Pour le dîner, je raffole des plats traditionnels de ma femme. C'est notre petit moment en tête-à-tête que je n'échangerai pour rien au monde. Son secret ? Les légumes secs Beaugrain. Les légumes secs Beaugrain, la saveur authentique. Salut, c'est Steve. La formation en présentiel Business Master Centurion Ritz avec Oussama Hamar et mon expert en crypto-monnaie est désormais disponible en ligne. Une promo exceptionnelle est dispo pour les 500 premiers inscrits, alors ne loupe pas cette opportunité d'acquérir les clés pour lancer ton projet ou pour faire passer ton business au niveau supérieur. Pour en savoir plus, rends-toi vite sur formationritz.com. Depuis, j'ai fait un tour chez Auto M&M. Tu démarres au quart de tour. Hé, madame, je vous reconnais. Alors, cette voiture, ça va ? Avec Auto M&M, elle est au top. Tous les produits d'entretien pour votre véhicule. Et ils testent même votre batterie gratuitement. De quoi faire plaisir à votre auto. Je vais y faire un tour et vite. Auto M&M, spécialiste de la pièce auto et accessoires à Bruxelles et Liège, et aussi à Chaussée de Louvain 612, 1030 Scarbeck, près de la place Mézère, parking sur place. Auto M&M, c'est plus de 50 professionnels à votre disposition pour votre auto. Auto M&M, roulez en sécurité. Plus d'infos sur automm.be. Le célèbre Steve Jobs a démarré son entreprise dans le garage de ses parents. Maintenant, devinez où se trouveraient encore les bureaux de sa société si les ventes n'avaient jamais décollé. Eh oui, sa société serait toujours dans le garage de ses parents. Steve, il disait merci qui ? Merci la vente. Vous voulez faire décoller votre entreprise ? Brightbees, c'est de la formation en vente, du coaching en vente, de la consultance et du recrutement de vendeurs. Avec nos formateurs d'exception, vos résultats seront immédiats. Brightbees, be the best. Surfez sur mercilavente.com. Venez découvrir le Claridge, salle événementielle emblématique de Bruxelles, située métro Madouche, chaussée de Louvain dans le quartier européen pour accueillir